Bonjour à tous, il est franco-ivoirien, polytechnicien, ingénieur des mines. Il a travaillé pendant 8 ans chez McKinsey avant d'occuper différentes fonctions ministérielles en Côte d'Ivoire. Revenu dans le privé, il a intégré en 2002 l'équipe dirigeante de l'assureur britannique Aviva avant de rejoindre son concurrent Prudential. Les Échos, Radio Classique et le cabinet Freshfields lui ont décerné hier soir le Grand Prix de l'économie 2013. Bonjour Tidjane Thiam. Vous êtes connu à la City pour être l'un des rares à avoir vu venir la crise de 2008. Vous le confirmez? C'est toujours un peu immodeste de dire ça, mais c'est juste les faits. En fait, il se trouve que quand j'ai quitté Aviva, j'ai démissionné le 21 septembre 2007, et donc mon contrat m'obligeait, puisque j'allais chez un concurrent, à ne pas une clause de non-concurrence, à ne pas travailler pendant 6 mois. Donc effectivement, j'ai passé 6 mois à reprendre le contact avec beaucoup d'amis que j'ai. Et bon, il y avait les signes avant-coureurs, il y avait beaucoup d'inquiétudes quand on parlait aux gens, ils parlaient tous un peu des mêmes déséquilibres, des conditions de crédit, et prix de l'immobilier, etc., etc. Donc je suis arrivé, en fait, à la fin du premier trimestre 2008, et la Prudential venait d'avoir son meilleur trimestre de l'histoire. Donc elle était et venait d'avancer en fait des objectifs en disant qu'elle allait les réaliser plus tôt. Et moi, j'étais absolument à l'opposé de ça. Donc, effectivement, j'ai fait figure un peu de Cassandre. Voilà. Ouais. Je prêchais dans le désert, tout le monde disait, enfin, c'est qui ce CFO qu'on a embauché? Vous étiez directeur financier à l'époque. Voilà, qui veut tout bloquer, qui dit non à tout, etc. Et finalement, malheureusement, les faits m'ont donné raison un peu plus tard. Cette crise, on en est sorti aujourd'hui, à vos yeux? Non, les choses vont mieux. Mais il y a encore beaucoup de déséquilibres qui sont structurels et qui ne sont pas résorbés. Donc je dirais que les États-Unis sont dans une bonne position. Ils ont traité leurs problèmes bancaires et ils ont traité leurs problèmes immobiliers. Et bien, je pense. Donc on voit la croissance revenir, on voit des emplois être créés, avec des variations d'un mois à l'autre, mais la tendance est bonne. Je pense que l'Angleterre s'en sort bien aussi, également. L'Asie, en fait, la Chine a fait exactement ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un atterrissage en douceur. L'Asie du Sud-Est marche bien, l'Afrique marche bien, très bien même. C'est la zone euro, je pense, qui reste un sujet difficile. Avec quel point de difficulté précisément dans la zone euro? C'est les fameux 3 chiffres d'Angela Merkel. L'Europe, 7% du PIB de la population mondiale, 25% du PIB mondial, 50% des transferts sociaux mondiaux. Donc avec 7% de la population mondiale, c'est juste pas soutenable. Donc nécessité de réforme en profondeur du modèle. Réforme en profondeur du modèle. C'est particulièrement vrai pour la France. Depuis Londres, quel regard portez-vous sur notre pays? Écoutez, c'est notre pays, comme vous le dites bien. Moi, ça fait longtemps que je suis parti. Je suis parti il y a plus de 10 ans maintenant, donc je suis très prudent dans mes commentaires. Parce que les choses bougent beaucoup et très vite. Donc c'est un pays qui est vu comme notre pays est vu comme un pays qui a de grandes potentialités, mais qui effectivement a du mal à faire certains ajustements. À bouger. Oui. Vous avez écrit un très beau texte il y a quelques années pour évoquer votre parcours et votre attachement à la France. Ce texte, vous le concluiez en disant que vous étiez convaincu que la France avait en elle la vitalité, l'énergie et l'inventivité pour rebondir. Vous le pensez toujours aujourd'hui? Toujours. C'est un peu comme ça que j'ai conclu Quand le prix m'a été remis hier, les quelques mots que j'ai prononcés, c'était je disais que j'ai confiance dans la France. Une des raisons pour lesquelles la France a été une grande nation dans l'histoire, en fait, c'est sa diversité. Aujourd'hui, quand on parle de diversité, on pense beaucoup à l'immigration récente, etc. Mais la France est quand même un pays qui a combiné aussi bien du fait de sa géographie, de son ouverture à l'océan Méditerranée, l'océan Atlantique, au carrefour de l'Europe un peu, l'influence aussi bien du sud, l'espagnol, l'arabe avant, l'Italie, les Roumains, les Allemands, LEMAN, à l'époque, l'Europe du Nord, la Hollande, etc. C'est ça qui a fait la richesse de la France. Donc c'est une erreur de croire qu'une espèce de pureté, de culture française pure existe dans un éther. En fait, cette culture française, elle est née de ce terreau très riche et de ce foisonnement d'influence européenne. Et la France a su produire et rassembler ce que l'Europe a de meilleur, en n'étant pas purement germanique ou purement anglo-saxonne ou purement latine. Et ça a donné à ce pays une richesse extraordinaire. C'est ce qui doit être le terreau pour un... Voilà. Pourquoi tourner le dos à une formule qui a si bien réussi? Je veux dire, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Vous parlez de diversité, votre parcours est très emblématique des dysfonctionnements français, des blocages. Parce qu'on est assez sidéré d'apprendre qu'à votre sortie de Polytechnique, vos camarades de promotion avaient des entretiens, recevaient des propositions d'embauche, vous, aucune. C'est réellement ce qui s'est passé? C'est une question qu'il faut poser à ceux qui ne m'ont pas interviewé. Moi, je ne sais pas pourquoi.
Ce que je peux observer, c'est que j'avais effectivement un nombre d'entretiens extrêmement réduit. Et ce dont on parle là, ça se passait dans les années 80. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les choses ont évolué dans le bon sens? Je pense que oui, je suis sûr que oui. De toute façon, c'est que la logique des nombres fait que des gens comme moi, il doit y en avoir beaucoup plus. Donc j'espère que le système les traite mieux. Et compte tenu de votre stature aujourd'hui, vous n'avez pas envie de vous investir sur ce terrain-là, faire valoir votre parcours, ce que vous avez vécu, pour faire avancer les choses? Non, écoutez, malheureusement, je vis en Angleterre et je fais beaucoup en Angleterre sur ce plan-là. Je suis passionné par tout ce qui est éducation, je suis extrêmement impliqué dans toutes sortes de groupes, je parle très souvent dans les écoles et la société anglo-saxonne et la société anglaise en particulier, je pense, est très bonne. Par exemple, j'étais à Westminster, donc au Parlement britannique, il y a eu une grande cérémonie où on a remis aux meilleurs élèves noirs du pays des prix. Donc on m'avait demandé, moi, de remettre le prix à la meilleure élève de terminale. C'est une fille qui a eu 12 A-stars, ce qui est l'équivalent à avoir son bac avec mention très bien en France et 20 sur 20 dans toutes les matières. Donc j'ai donné une récompense au meilleur élève en maths du pays, qui était un petit garçon noir. Et c'est très bien, donc je fais beaucoup pour la promotion des minorités en Angleterre. Je supporte quelque chose qui s'appelle le Sutton Trust, qui a été fondé par un Anglais, lui-même d'origine émigrée, qui vient d'Autriche, Peter Lampol, et qui en fait envoie des étudiants défavorisés dans les meilleures universités américaines, Harvard, Yale, MIT, et avec des bourses complètes. Donc il en a envoyé 60 l'an dernier. Donc je suis impliqué dans ça. Il y a énormément de choses qui se font. Et la France aurait beaucoup à apprendre de ce qui se fait sur ce plan-là au Royaume-Uni? Je ne sais vraiment pas assez ce qui se fait ici sur le plan local pour porter un jugement. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas en Angleterre, c'est un sujet qui préoccupe, qu'on mesure énormément. Il y a énormément de mesures de tous les impacts de la discrimination et une détermination totale à traiter ces problèmes. Voilà. Revenir travailler en France un jour, c'est une opportunité qui peut se présenter? Non, moi je suis complètement ouvert, vraiment. Aujourd'hui j'ai un job qui m'occupe beaucoup, qui est de gérer Prudential, qui Dieu merci se porte bien, mais je n'ai absolument aucune exclusive en termes d'avenir. On verra ce que l'avenir amènera. Un mot de business proprement dit, à propos de Prudential. Peu de temps après votre prise de fonction à la tête du groupe, vous avez tenté une offre à 35 milliards sur les actifs asiatiques d'AIG. Une offre qui a été finalement rejetée par vos actionnaires. Vous le regrettez aujourd'hui? Est-ce que je regrette quoi? D'avoir tenté ou d'avoir échoué? De n'avoir pas pu mener à bien cette opération? Non, parce qu'on a beaucoup essayé en Angleterre de m'amener à présenter des excuses pour avoir tenté cette opération, ce que j'ai toujours refusé de faire. Vous avez bien fait, parce que les actifs en question valent aujourd'hui 2 fois plus que... Voilà ce que j'ai dit, et en fait ils valent 2 fois plus sur le papier. Moi j'avais donc AIA, les activités asiatiques de AIG, avec contrôle, comme on dit dans le jargon, à 35 milliards. Aujourd'hui, l'entreprise est cotée à 60. Si vous vouliez l'acheter, il faudrait payer une prime de contrôle de 20 à 30%. Donc vous paieriez 80 milliards. Donc j'avais à 35 quelque chose qu'il faudrait payer 80 milliards pour avoir aujourd'hui. Ce sont vos grands actionnaires qui vous présentent leurs excuses aujourd'hui? Non, j'ai jamais. Non, je ne suis qu'un humble manager. Donc les actionnaires ne présentent pas leurs excuses aux managers. Mais disons que c'est extraordinaire le nombre de gens aujourd'hui qui me disent ah, mais vous savez, c'était vraiment une idée extraordinaire. Moi, j'étais pour, c'est les autres. Donc, je ne rencontre jamais personne qui était contre. Pourtant, une majorité de gens étaient contre. Comme on dit, la défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de pères. Voilà. Merci beaucoup, Tidjane Thiam. À bientôt. Merci.